La politique d'Aristote, livre 6e, chapitre 5, sommaire. Espèces diverses de l'oligarchie. Elles sont au nombre de 4. Influence générale des mœurs sur la nature du gouvernement. Des causes des diverses espèces de démocratie et d'oligarchie. Examen des formes de gouvernement autres que la démocratie et l'oligarchie. Quelques mots sur l'aristocratie. Le caractère distinctif de la première espèce d'oligarchie, c'est la fixation d'un sens assez élevé pour que les pauvres, bien qu'en majorité, ne puissent atteindre au pouvoir ouvert à ceux-là seuls qui possèdent le revenu fixé par la loi. Dans une seconde espèce, le sens exigé pour prendre part au gouvernement est considérable, et le corps des magistrats a le droit de se recruter lui-même. Il faut dire toutefois que, si les choix portent alors sur l'universalité des censitaires, l'institution semble plutôt aristocratique, et qu'elle n'est réellement oligarchique que quand le cercle des choix est restreint. Une troisième espèce d'oligarchie se fonde sur l'hérédité des emplois passant du père au fils. Une quatrième joint à ce principe de l'hérédité celui de la souveraineté des magistrats substituée au règne de la loi. Cette dernière forme correspond assez bien à la tyrannie parmi les gouvernements monarchiques et parmi les démocraties à l'espèce dont nous avons parlé en dernier lieu. Cette espèce d'oligarchie se nomme dynastie ou gouvernement de la force. Telles sont les formes diverses d'oligarchie et de démocratie. Il faut toutefois ajouter ici une observation importante. C'est que souvent, sans que la Constitution soit démocratique, le gouvernement par la tendance des mœurs et des esprits est populaire. Et réciproquement, en d'autres cas, bien que la Constitution légale soit plutôt démocratique, la tendance des mœurs et des esprits est oligarchique. Mais cette discordance est presque toujours le résultat d'une révolution. C'est qu'on se garde de brusquer les innovations. On préfère se contenter d'abord d'empiétements progressifs et peu considérables. On laisse bien subsister les lois antérieures, mais les chefs de la Révolution n'en sont pas moins les maîtres de l'État. C'est une conséquence évidente des principes posés précédemment qu'il n'y ait ni plus ni moins d'espèces d'oligarchie et de démocratie que nous ne l'avons dit. En effet, il y a nécessité que les droits politiques appartiennent ou bien à toutes les parties du peuple énumérées plus haut, ou bien seulement à quelques-unes d'entre elles à l'exclusion des autres. Quand les agriculteurs et les gens de moyenne fortune sont souverains de l'État doit être régi par la loi, puisque les citoyens occupés des travaux qui les font vivre n'ont pas le loisir de vaquer aux affaires publiques. Ils s'en remettent donc à la loi et ne se réunissent en assemblée politique que dans les cas tout à fait indispensables. Du reste, le droit politique appartient sans aucune distinction à tous ceux qui possèdent le sens légal. Car ce serait de l'oligarchie que de ne pas prendre cette prérogative complètement générale, de ne pas rendre cette prérogative complètement générale. Mais la plupart des citoyens étant privés de revenus assurés, n'ont point de temps à donner aux affaires générales, et voilà déjà comment s'établit cette première espèce de démocratie. L'espèce qui vient en second lieu dans l'ordre que nous nous sommes tracés est celle où tous les citoyens dont l'origine n'est pas contestée ont des droits politiques, mais de fait ceux-là seuls en jouissent qui peuvent vivre sans travailler. Dans cette démocratie, les lois sont encore souveraines, parce que les citoyens en général ne sont pas assez riches de leurs revenus personnels. Dans la troisième espèce, il suffit d'être libre pour posséder des droits politiques. Mais ici encore, la nécessité du travail empêche presque tous les citoyens d'exercer leurs droits. Et la souveraineté de la loi n'est pas moins indispensable que dans les deux premières espèces. La quatrième est celle qui s'est produite la dernière, chronologiquement parlant. Des États s'étant formés beaucoup plus étendus que ne l'avaient été jadis les premiers, et des revenus considérables y répandant l'aisance,
la multitude acquit par son importance tous les droits politiques, et les citoyens purent alors vaquer en commun à la direction des affaires générales, parce qu'ils avaient du loisir et que des indemnités assuraient même aux moins aisés le temps nécessaire pour s'y livrer. Ce sont même alors ces citoyens pauvres qui ont le plus de loisirs. Ils n'ont point à s'inquiéter de l'administration de leurs intérêts particuliers, cause qui empêche si souvent les riches de se rendre aux assemblées du peuple et aux tribunaux dont ils sont membres, et il arrive par là que la multitude devient souveraine à la place des lois. Telles sont les causes nécessaires qui déterminent le nombre et les diversités des démocraties. La première espèce d'oligarchie est celle où la majorité des citoyens possèdent des fortunes qui sont moindres que celles dont nous venons de parler et qui sont peu considérables. Le pouvoir est attribué à tous ceux qui jouissent du revenu légal, et le grand nombre de citoyens qui acquièrent ainsi des droits politiques a été cause qu'on a dû remettre la souveraineté à la loi et non point aux hommes. Fort éloignés par leur nombre de l'unité monarchique, trop peu riches pour jouir d'un loisir absolu, et pas assez pauvres pour devoir vivre aux dépens de l'État, il y a nécessité pour eux de proclamer la loi souveraine au lieu de se faire eux-mêmes souverains. En supposant les possesseurs moins nombreux que dans la première hypothèse et les fortunes plus considérables, c'est la seconde espèce d'oligarchie. L'ambition s'accroît alors avec la puissance, et les riches nomment même parmi les autres citoyens ceux qui entrent dans les emplois du gouvernement. Trop peu puissants encore pour régner sur la loi, ils le sont assez cependant pour faire rendre la loi qui leur accorde ces immenses prérogatives. En concentrant encore dans un moindre nombre de mains les fortunes devenues plus grandes, on arrive au troisième degré de l'oligarchie, où les membres de la minorité occupent personnellement les fonctions, mais conformément à la loi qui les rend héréditaires. En supposant pour les membres de l'oligarchie un nouvel accroissement dans leur richesse et dans le nombre de leurs partisans, ce gouvernement héréditaire est tout près de la monarchie. Les hommes y règnent et non plus la loi. Cette quatrième forme de l'oligarchie correspond à la dernière forme de la démocratie. À côté de la démocratie et de l'oligarchie, il existe deux autres formes politiques, dont l'une est reconnue par tous les auteurs et a été reconnue par nous aussi pour faire partie des 4 principales constitutions, en admettant, suivant l'opinion commune, que ces constitutions soient la monarchie, l'oligarchie, la démocratie et ce qu'on appelle l'aristocratie. Une cinquième forme politique est celle qui reçoit le nom générique de toutes les autres et qu'on nomme communément république. Comme elle est fort rare, elle échappe souvent aux auteurs qui prétendent énumérer les espèces diverses de gouvernements et qui ne reconnaissent que les 4 qui viennent d'être nommés plus haut, comme Platon l'a fait dans ses 2 républiques. On a bien raison d'appeler gouvernement des meilleurs le gouvernement dont nous avons nous-mêmes traité précédemment. Ce beau nom d'aristocratie ne s'applique vraiment avec toute justesse qu'à l'État composé de citoyens qui sont vertueux dans toute l'étendue du mot et qui n'ont point seulement quelques vertus spéciales. Cet État est le seul où l'homme de bien et le bon citoyen se confondent dans une identité absolue. Partout ailleurs, on n'a de vertu que relativement à la constitution particulière sous laquelle on vit. Il est bien encore quelques combinaisons politiques qui, différant de l'oligarchie et de ce qu'on nomme république, reçoivent le nom d'aristocratie. Ce sont les systèmes où les magistrats sont choisis d'après le mérite au moins autant que d'après la richesse. Ce gouvernement alors s'éloigne réellement de l'oligarchie et de la république et prend le nom d'aristocratie. Et c'est qu'en effet, il n'est pas besoin que la vertu soit l'objet spécial de l'État lui-même pour qu'il renferme en son sein des citoyens aussi distingués par leurs vertus que peuvent l'être ceux de l'aristocratie. Quand donc la richesse, la vertu et la multitude ont des droits politiques, la constitution peut être encore aristocratique comme à Carthage. Et même quand la loi ne tient compte comme à Sparte que des 2 derniers éléments, la vertu et la multitude,
la Constitution est un mélange de démocratie et d'aristocratie. Ainsi, l'aristocratie, outre sa première et plus parfaite espèce, a encore les deux formes que nous venons de dire. Elle en a même une troisième que présentent tous les États qui penchent, plus que la République proprement dite, vers le principe oligarchique.